Spontanément, lorsqu'on pense au rôle que l'art a pu jouer sur le terrain de l'écologie, on pense recyclage. Et il est vrai que cette pratique de revalorisation a une longue histoire artistique qui remonte au cubisme. Mais la récupération de déchets n'est pas forcément synonyme d'écologie, loin de là. Pablo Picasso et Georges Braque ont eu l'instinct décisif de coller sur leurs dessins et leurs toiles des morceaux du réel, dont certains avaient été sauvés des poubelles. En introduisant dans leurs œuvres des éléments du quotidien, ils allaient durablement bouleverser les codes de l'art. Mais qu'on ne s'y méprenne pas ici. Ni l'un ni l'autre ne peut être taxé d'écologiste. Même si le poète Jean Cocteau avait surnommé Picasso le roi des chiffonniers, parce que l'artiste était toujours en quête de la bonne trouvaille, d'un panier en osier qu'il allait transformer en chèvre par exemple, cela n'en fait pas un chantre du recyclage au sens écologique du terme. Chiffonnier, c'est d'ailleurs un de ces petits métiers de la récupération tel qu'il s'en voit beaucoup dans les villes et que Marianne Breslauer photographie en 1929. Elle rend hommage à la pénibilité consciencieuse de cette activité de subsistance, aussi modeste qu'essentielle. Il faut savoir que cette pratique de ramassage perdurera jusqu'au milieu des années 70 dans l'Hexagone, remplacée par le système que nous connaissons aujourd'hui. Toutefois, ce n'est pas avant 1992 que les communes françaises seront dans l'obligation de valoriser et d'organiser le recyclage d'une partie de nos poubelles. Mais retournons il y a un siècle, cette fois-ci en Allemagne. À partir de 1918, l'artiste du mouvement Dada Kurt Schwitters se met à ramasser des petits restes. Il peut s'agir de modestes souches de timbres, de morceaux de papier ou de boutons perdus qu'il va introduire dans ses œuvres. Par ce geste, il active le hasard créatif prisé des dadaïstes tout en posant un regard critique sur la société allemande. Elle est alors secouée par une importante crise financière et paradoxalement par une industrialisation accélérée que l'artiste observe avec un sens humoristique autant que critique. Dans ses toiles et dessins, Kurt Schwitters ne prend pas fait et cause pour l'environnement au sens où on l'entend aujourd'hui. D'ailleurs, le terme existe à peine dans les années 20. Ce qu'il effectue, c'est un mouvement symbolique de valorisation du déchet en partant du caniveau vers le tableau. Avec ces gestes simples de collecte, puis de collage ou d'assemblage, la vie et l'art fusionnent. Le temps quotidien de l'éphémère se transforme en éternité artistique. Le déclassement et l'inutilité se parent d'une certaine grandeur que ces artistes des avant-gardes historiques ont été les premiers à comprendre. Lorsque dans les années 60, en France, les nouveaux réalistes font à nouveau œuvre de déchets, la donne a changé dans la société. Au milieu des 30 Glorieuses, un habitant de la France métropolitaine produit 250 kilos de déchets par an et ce chiffre ne fera qu'augmenter. L'Occident consomme et jette. Armand, César, Gérard Deschamps, Jacques Villeglé, mais aussi Jean Tinguely observent ce flot d'objets et se lancent dans une récupération critique qui bouscule les standards du bon goût artistique. Les poubelles d'Armand offrent un portrait en creux de la société, comme ici avec ce spécimen qui a été trouvé dans le quartier des Halles de Paris. Papier journal, carton, tissu, paille, boîte métallique, mimosas séchés, culots d'ampoule, crayons, films plastiques et étiquettes reposent dans cette boîte en bois et verre qui se fait sarcophage. Avec cette poubelle, Armand signe un instantané de la vie parisienne, modeste, sauvé de la destruction pour finir glorifié dans un musée. L'ironie est cinglante. Est-elle pour autant écologique ? Toujours pas. Mais la récupération est devenue franchement acerbe, positionnée sur le territoire d'une analyse sociétale tranchante, à laquelle se livrera aussi Gérard Deschamps, en récupérant et agrégeant toutes sortes de matières, comme ici ces bâches publicitaires pour en faire un tableau. Critiquer l'incitation à la consommation, il en est aussi question dans l'amas de tôle froissé par César. Il fut l'inventeur des compressions et envoya ainsi à la casse artistique des centaines de véhicules, et ce, bien avant le choc pétrolier de 1973.
Avec lui, le déchet est alors symbolique d'une dérive et d'une indigestion consumériste maximale. L'augmentation des déchets, et notamment ceux en plastique, va devenir une préoccupation grandissante à partir des années 70. Et avec l'apparition des décharges tentaculaires, se transformer en véritable pollution. Les consciences commencent à s'éveiller devant cette menace que représente une croissance dérégulée des ordures, proportionnelle à notre consommation, et qui semble totalement hors de contrôle. Parfois, dans leur collectionnisme, les artistes ne font pas qu'accumuler. Ce qu'ils ramassent est trié, indexé, organisé, rangé, mis en ordre en quelque sorte. S'expose l'invention de véritables taxonomies à la manière des scientifiques. C'est le cas avec l'anglais Tony Cragg, qui, s'il ne relaie pas de messages écologiques, apparaît sur la scène artistique internationale avec des arrangements faits de dizaines de pièces de plastique usagées, rassemblées par couleur. C'est sa manière de rationaliser, d'ordonner le flot de détritus. Une pratique que reprennent encore aujourd'hui bien des artistes qui tentent de mettre un peu d'ordre dans cet envahissement des déchets plastiques dans tous les recoins du monde. Des océans au sommet montagneux, le plastique s'est en effet rendu dans tous les écosystèmes, entiers ou sous forme concassée, et il est logiquement très présent dans bon nombre de créations artistiques. Les cardboard and glue ont été fabriqués en 2005 par l'artiste émirati Hassan Sharif et constituent le second exemplaire de sculpture de carton amalgamé qu'il a réalisé. C'est ironique, mais il est probable que le premier ait fini aux ordures. En effet, l'artiste les avait d'abord placés dans l'espace urbain avant de vouloir les ramener dans un espace d'exposition en bonne et due forme. Mais incapable de les retrouver, il dut reproduire sa démarche. Le carton dans cette version est méconnaissable. Déchiqueté et amalgamé par de la colle, il forme des sortes de roses des sables. Comme des vestiges archéologiques, ces formes témoignent du regard politique que Sharif porte sur les gestes de production qui sont répétitifs et critique ainsi la surconsommation destructrice. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est le plaisir de réinsuffler de la complexité à un matériau pauvre, servant normalement à emballer des objets de désir, est devenu lui-même, grâce à l'artiste, précieux. Cette métamorphose des déchets, El Anatsui, artiste ghanéen installé au Nigeria, la pratique aussi. Ce sont des œuvres monumentales réalisées à partir de capsules, de bouchons, de couvercles et d'emballages, transformées par une technique de tissage singulière. El Anatsui aborde à travers ses œuvres l'histoire coloniale, politique et sociale de ces restes d'objets. Le processus de transformation change cette modeste ressource, usée et abandonnée, en matière opulente, riche et complexe, et exprime davantage du potentiel qu'un sentiment d'épuisement misérabiliste. Les grandes sculptures de l'artiste ghanéen disent l'activité des enfants chiffonniers qui récupèrent les matières premières dans d'immenses décharges, la domination économique des grandes marques occidentales, et depuis quelques années, une préoccupation environnementale. À mesure que le continent africain s'est vu souillé par l'accumulation de détritus, dont une partie vient des pays du Nord, El Anatsui imprègne en effet ses œuvres de conscience écologique. C'est aussi le cas de nombreux artistes qui travaillent avec cette matière surabondante en Afrique et qui interrogent de plus en plus son impact écologique sur la terre et les populations. Jusqu'à présent, les artistes que nous avons abordés travaillaient avec les déchets, mais ne revendiquaient pas forcément un engagement écologique spécifique. Vic Muniz a quant à lui positionné depuis longtemps sa démarche dans ce champ. En 1998, dans une série intitulée Aftermath, il a réalisé des portraits d'enfants sans abri de Sao Paulo au Brésil. Et pour représenter dans ce cas précis la jeune Angelica, il a ramassé tout ce qui traînait dans la rue après la célébration du carnaval, remplaçant ainsi les pixels par des confettis et de la poussière. Par ce geste, il effectue une analogie symbolique percutante entre rebut et enfants abandonnés. Cette série a amorcé son intérêt pour les plus démunis et l'économie interlope que génèrent des décharges tentaculaires, notamment à Rio. Et cette volonté de lier misère sociale et pollution environnementale dans une démarche critique et engagée s'est depuis renforcée avec la réalisation de films documentaires. Vicky, prazer. Eu queria fazer retrato dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui.
1,000,000 euros de gelé. Muito bom. Caraca, maluco. Nunca imaginei uma hora já. Ainsi, en un siècle, le déchet est passé d'outil de fracturation de l'autonomie de l'art pour y amener la vie à un rôle d'analyse critique de la société de consommation pour finalement se conjuguer à une dimension environnementale sans y être enfermé pour autant. Le déchet est un sujet, une matière et un motif essentiel pour aborder le domaine de l'écologie. Mais sa nature sociétale, économique, politique et archéologique en fait un matériau particulièrement polyvalent qui ne saurait être réduit à une seule lecture écologisante.